bonjour à tous. On va démarrer, si ça vous va. Je trouvais que c'était bien plus sympa d'être là où vous êtes là, que d'être ici. Donc je vais devoir me chauffer un petit peu. Donc bienvenue à cette session. Vous avez vu la slide sponsor tout à l'heure. Vu qu'on a eu des soucis d'ordinateur, je ne l'ai pas mise. Mais merci aux sponsors. Il y a des sponsors dans la salle. Merci à vous. Voilà, super. Et on va parler de poisson rouge. Très bien. Alors, pour démarrer cette session, donc, le paradoxe du poisson rouge, je vais commencer par la référence bibliographique. Donc, cette session est basée sur un bouquin que j'ai ici, pour le coup. Donc, si à la fin de la session, ou en fait à la fin de la session, si vous voulez venir le feuilleter, vous pouvez très bien venir le voir. Il n'est pas très grand. Et en fait, l'histoire de ce livre, c'est qu'en fait, cette personne, donc Esna Caillot, que je remercie, a fait un ouvrage autour de la culture, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec l'agilité au départ. Et c'est une comparaison entre la culture chinoise et la culture occidentale. Et c'est au travers de cet ouvrage-là qu'on peut se rendre compte qu'en termes de modèle de pensée, c'est des choses auxquelles on peut rapprocher notre quotidien d'agiliste. Et peut-être que les difficultés qu'on rencontre dans les transformations sont moins au niveau des pratiques qu'au niveau des modèles de pensée. Et donc au travers de la présentation de ce contenu, en tout cas, c'est un peu le message que je vais essayer de vous faire passer. Donc je m'appelle Olivier Mi, je suis coach agile, et mon petit oiseau, c'est celui-là. Alors on parle de poisson rouge. Lorsqu'on parle de poisson rouge, souvent, on va plutôt voir celui-là. Donc celui-là, le problème avec celui-là, c'est qu'il n'a pas forcément bonne presse. Celui qui tourne en rond, qui oublie toujours ce qui vient de se passer. Et c'est pas vraiment celui-là. En fait, je vois rien du tout. Très bien. Donc c'est pas celui-là. Est-ce que vous savez de quel poisson rouge on parle? De la carcoï, effectivement. Donc c'est plutôt de celui-là dont on va parler, qui est en fait un animal qui orne énormément les bassins, les rivières, des jardins, des lacs. Et en fait, cet animal-là est très particulier pour la culture chinoise parce que déjà, il est de couleur rouge. Et la couleur rouge, en fait, a énormément de bienfaits. Vous pouvez voir ça au niveau des robes de mariée, vous pouvez voir ça au niveau des petites enveloppes où il y a de l'argent dedans, donc c'est toujours bon signe. C'est annonciateur en fait de bonheur. Donc déjà la couleur rouge a un certain symbole pour la culture chinoise. Et en plus de ça, la carpe koi, pour ceux qui ont vu l'animal de près, en fait pour la culture chinoise ressemble à un petit dragon. Dragon qui est un animal sacré et à qui on voue un certain culte. Pourquoi? Parce qu'on donne à cette carpe koi finalement 8 vertus. 8 vertus en fait dont la culture traditionnelle chinoise va s'inspirer et qui infusent dans les comportements et les attitudes des Chinois. Et c'est à peu près sur ce cadre-là que la conférence est basée. Donc vu que c'est un PDF, vous allez avoir des slides un peu brutales d'un coup. Je m'en excuse par avance. Donc les 8 vertus de la carpe koi sur lesquelles on va se baser sont celles-ci. Donc commence en haut, ne se fixer à aucun port, ne viser aucun but, vivre dans l'instant présent, ignorer la ligne droite, se mouvoir avec aisance dans l'incertitude, vivre en réseau, rester calme et serein, et enfin remonter à la source. Juste également une petite information, on parle de 8 vertus. Déjà le chiffre 8. Le chiffre 8 est un chiffre sacré en Chine, tout simplement parce que la manière dont on le prononce est également la même manière dont on prononce le terme bien-être, bonheur. Donc ce chiffre 8 déjà a vocation à être sacré. Et lorsqu'on parle de vertu, on ne parle pas forcément de vertu au sens moral, comme on pourrait l'entendre, mais plus comme étant un potentiel, quelque chose en fait à creuser. Et ces 8 vertus-là sont indissociables. Donc elles se nourrissent mutuellement les unes avec les autres. On va prendre chacune des vertus l'une après l'autre,
mais gardez bien en tête qu'elles forment un tout. On y va. Alors, ne se fixer à aucun port. 3 grands messages. Gardez le cœur ouvert, observez pour mieux absorber et privilégier la pensée holistique. Et je vais descendre d'un cran à chaque fois. Donc là, vous avez les 3 grands messages que sont en fait dans cette première vertu. Gardez le cœur ouvert. Une petite citation. À Gilles Vendée, j'avais mis un petit accent et on m'avait fait un feedback pour me dire qu'il fallait que je garde jusqu'à la fin. Je n'étais pas sûr. Parce que lorsque je dis être sans idée pour rester ouvert à tous les possibles, n'a pas le même impact que si je vous le disais être sans idée pour rester ouvert à tous les possibles. Donc on verra, parce qu'il y en aura beaucoup, donc ça risque de faire beaucoup. Alors, plus sérieusement. Donc, j'ai pris en fait une citation de Confucius, tout simplement parce que, ne serait-ce que de par son nom, donc Confucius est la traduction littérale qui a été faite en Occident, mais son nom c'est Maître Kong, Kung Fu Tse, qui en fait en traduction veut dire cœur ouvert. Parce que pour lui, ce qui est important en fait, c'est de ne pas rigidifier sa pensée, et c'est vraiment ce qui est important. D'où le fait que rester ouvert nous permet de pouvoir mieux nous adapter à notre environnement. Deuxième élément, le changement est dans l'ordre des choses, c'est qu'il y a un livre sacré qui s'appelle le Yi King, qui en traduction littérale en fait s'appelle le livre des mutations. Et le livre des mutations en fait nous dit quoi? Que tout est changement, que ce soit l'environnement dans lequel on est, mais également nous en tant qu'éléments de cet environnement. Donc le changement fait partie en fait de notre quotidien. Et enfin, le troisième élément que je voulais emmener autrement, mais vu que c'est écrit, la rigidification, donc ne se fixer à aucun port, c'est la rigidification de la pensée et de l'esprit. Le pire qu'il pourrait y avoir en fait en Occident, c'est de transgresser les règles. La notion en fait de ne pas faire la bonne chose parce que les règles nous ont dicté en fait un certain mode de pensée. En Chine, Confucius nous dit que le pire pour eux serait de chercher à avoir raison. Pourquoi? Parce que chercher à avoir raison, c'est raidir la pensée, et chercher à avoir raison, ça entraîne probablement le fait d'être sourd et aveugle. D'accord? Chercher à avoir raison, ça nous rend sourd et aveugle. Donc c'est des phrases qui, pour moi, me parlent beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être dans des réunions dans lesquelles la seule chose qu'on cherche à faire, c'est ça, chercher à avoir raison. Si? Je considère que le silence valide ça. Mais effectivement, gardez en tête que, donc, culturellement parlant, chercher à avoir raison, c'est s'empêcher de voir les bonnes choses et donc d'agir en conscience. Donc là, on était dans la dimension garder le cœur ouvert. Observer pour mieux absorber. Alors, je le fais comment? La chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Donc, lorsqu'on parle de la chance, c'est assez intéressant, parce que la notion de chance, lorsqu'on parle d'Occident, les expressions qu'on va avoir sont plutôt de l'ordre de « on a de la chance » ou « on l'a pas ». En fait, ça n'a pas de sens dans la culture chinoise, dans le sens où la traduction qu'on pourrait avoir de cette expression française, c'est plutôt « attraper le qi lorsqu'il passe », le qi étant le souffle, ce qui nous donne en fait la vitalité. Les Chinois, en fait, donc apprendre de l'extérieur, c'est que ce sont de grands observateurs. Ce sont des gens, en fait, qui ont cette capacité à voir ce qui se passe ailleurs et pouvoir, en fait, se l'approprier, mais se l'approprier sans perdre leur identité. Je me rappelle de ma classe de 5e, où j'avais mon prof d'histoire, c'est peut-être une des seules choses que j'ai retenues, pour le coup. Il disait, en fait, que les Chinois, ou en tout cas les Asiatiques, peut-être, de manière générale, avaient cette capacité à s'assimiler sans s'assimiler. Donc, en fait, culturellement, on rentre en fait dans un endroit, un milieu qui n'est pas le nôtre. Comment est-ce qu'on observe pour comprendre comment ça se passe? Mais derrière, on a toujours notre culture qui est la nôtre. Donc, l'observation de l'extérieur, on a toujours des choses à apprendre à l'extérieur. Comment est-ce qu'on les absorbe pour pouvoir mieux en fait les utiliser, les adapter? Donc, c'est vraiment cette notion qui est derrière. Bien observer plus que bien penser, c'est-à-dire qu'il y a une opposition de modèles de pensée, alors qu'en Occident, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne pensée, la pensée juste. En Chine, en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir le bon coup d'œil, entre guillemets. Pourquoi? Je vous le demande pourquoi. Je ne sais plus.
Non, tout simplement parce qu'en fait, l'observation, on se base sur ce qui se passe dans la nature. Plutôt que d'essayer de rentrer en conflit avec des choses qui se passent autour de nous, il est important d'observer autour de nous pour pouvoir apprendre. C'est la même idée. C'est juste qu'en Occident, c'est souvent des débats sans fin qui arrivent parce que chacun pense savoir la bonne chose. Et donc, en fait, vous êtes encore dans la notion de chercher à avoir raison. D'accord ? Est-ce que c'est la bonne pensée ou est-ce que c'est simplement la bonne observation ? Donc ici, l'idée est vraiment celle-ci. Troisième aspect, l'éloge du silence. Je réfléchis aux citations que j'avais mises en note que je ne vois plus maintenant. L'éloge du silence, pourquoi ? C'est que c'est exactement la même chose que bien observer et bien penser, parce que lorsque je pense, il faut que je l'exprime. Lorsque j'observe, je peux rester dans le silence. Une phrase qui est dite dans la culture chinoise, c'est que dans un discours, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'enlever la graisse et les os pour ne garder que le muscle. Est-ce que ça vous parle lorsque je vous dis ça ? On dit souvent on enlève le gras. Le Li nous dit ça. Et ils vont un peu plus loin, on enlève le gras, on enlève les os, ce qui est rigide dans la pensée, et on ne garde que le muscle, ce qui est vraiment en fait l'essentiel. Et je trouve que c'est une phrase qui est assez intéressante dans ce sens-là. Une autre citation qui me revient à l'esprit, que j'aime beaucoup, c'est qui est un proverbe populaire chinois, c'est « Il nous faut 2 ans pour apprendre à parler, et il nous faut 1 vie pour apprendre à nous taire ». Et effectivement, dans la culture, vous verrez plutôt des personnes qui sont plutôt discrètes, d'accord ? Parce que écouter est bien plus important en fait que de parler. Et la personne qui n'écoute pas ne perçoit pas. D'accord ? Cette observation en fait est diffuse. Troisième élément, privilégier la pensée holistique. Savoir n'est rien, savoir vivre est tout. Lao Tzu. Ce qui est important dans l'apprentissage, c'est de comprendre que tous les enseignements de Confucius ou des grands maîtres, des grands sages, étaient très concrets. C'est-à-dire que la dimension théorique qu'on peut avoir en fait en Occident, mettre en place des modèles, mettre en place des théories, sont des choses en fait qui n'étaient pas du tout le cas en Chine, dans le sens où un des objectifs des enseignements de Confucius était justement ce qui est en haut à droite, c'est déguiser l'esprit de tout à chacun à avoir la juste réponse, avoir cette capacité à répondre. Donc ce qui est important, c'est de rester dans le domaine du concret et de vivre les expériences plutôt que d'accepter simplement une vérité qui nous est dite par quelqu'un. Une grande critique que le monde chinois peut faire au monde occidental, c'est la critique de la pensée rationnelle. Pourquoi ? Parce que la pensée rationnelle est une pensée qui est linéaire, qui a tendance en fait à figer la réalité et à séparer chacun des éléments. Et c'est comme ça qu'on fait les théories. D'accord ? Lorsqu'on fait un modèle et une théorie, on prend un élément, on le sépare d'un autre, ce qui nous permet en fait de structurer des choses. La pensée en fait chinoise est plutôt une pensée complexe, une pensée circulaire qui critique la pensée rationnelle dans le sens que séparer et opposer nous fait perdre les interconnexions qu'il peut y avoir entre les choses. Ce sont juste des choses qu'on ne voit peut-être pas. Mais on perd en fait les interdépendances et les relations qu'il y a entre les choses. Et surtout, ça fige la réalité, sachant que la réalité est toujours en mouvement. Donc voilà une des critiques, en tout cas, que la pensée chinoise peut avoir sur la pensée occidentale, qui est plutôt, effectivement, du côté rationnel. Ça va pour le premier ? Plus que 7. Ne visez aucun but. Ça peut peut-être vous choquer, ça, pour le coup. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient à la conférence de Sylvie, juste avant ? On va parler de la même chose. D'accord ? Ne visez aucun but. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, 4 grands messages. On va parler un peu du temps, on va parler du développement du souffle, de l'adaptation et des opportunités. Concevoir le temps autrement. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Si on prend une représentation du temps, en Occident, la plupart du temps, le temps est représenté sous forme d'une flèche avec des événements qui se suivent l'un avec les autres. Donc en fait, il y a cette notion de linéarité. D'accord ? D'où le fait que la quête de sens est une pensée qui n'est pas du tout, on va dire, développée en Chine, parce qu'il ne représente pas du tout la même manière en fait le temps.
Donc ça, c'est plutôt la pensée occidentale, une flèche avec des aimants qui sont disposés sous cette flèche. En Chine, en tout cas dans les livres qu'on peut trouver, le temps est représenté sous forme d'une spirale. Donc en fait, de par la conception du temps, on considère que plutôt que d'avoir des événements qui sont finis et qui emmènent d'autres événements nouveaux, en Chine, ils vont plutôt se dire que c'est un éternel recommencement, mais qui n'est jamais pareil. D'accord ? Et une image très simple, ce sont les saisons. Les saisons reviennent tout le temps, mais ce ne sont jamais exactement les mêmes. D'accord ? Donc vraiment la différence entre le linéaire et le circulaire. Le fait de viser un but, donc il y a une différence à prendre entre la vision et la visée. Lorsque je vise, j'ai mon horizon qui se limite parce que je suis focalisé par rapport à ce point que je veux atteindre. La vision est une vision plus large, d'accord, qui me permet d'avoir encore une certaine liberté dans le chemin en fait, que je suis en train de prendre. Donc le fait de ne pas viser un but, c'est de ne pas être trop focalisé et trop rigide finalement sur cet objectif-là, mais garder une vision plus large par rapport à ce que je cherche à atteindre. Le problème de viser un but, donc vraiment au sens viser, ça génère ces deux problèmes-là. Le premier, c'est que c'est une source de tension qui dilapide l'énergie vitale, parce qu'on se fixe à quelque chose et on est tellement focalisé en fait qu'on fournit énormément d'efforts pour le maintenir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une difficulté à saisir les opportunités. Comment voir les opportunités si mon champ d'action et mon champ de vision, en fait, c'est totalement réduit? Difficile. Donc on va rentrer un peu dans les détails de ces éléments-là. Vu que viser un but risque de dilapider notre énergie, un des principes de la culture chinoise, c'est de développer son souffle. Souffle qu'on appelle souvent le qi. Ça parle à des gens, peut-être des gens pratiques pour le coup. C'est pour ça qu'on voit souvent des gens pratiquer le tai chi chuan ou le qigong. D'accord ? C'est une pratique du souffle. L'homme du commun respire par la gorge, le sage respire à partir des talons. De Chuang Tzu. Au niveau de cette idée du souffle, voilà une des questions que peuvent se poser les Chinois, qui ressemble plutôt à comment vivre longtemps. Alors qu'en Occident, la question qui se poserait serait plus comment atteindre le bonheur. D'accord ? Donc vous voyez le côté linéaire, j'ai un objectif à atteindre qui est le bonheur, peu importe à quoi ça correspond. Alors qu'en Chine, il y a cette notion d'éternel entretien de la chose. D'accord ? Donc on n'est pas du tout dans la même mode de pensée. Ce qui fait que chaque chose que je fais est faite pour renforcer mon capital énergie. D'accord ? L'objectif que j'ai, c'est de ne pas m'épuiser à faire quelque chose et donc de donner le minimum d'effort pour le maximum d'impact. D'où le fait que vous verrez souvent en fait, des gens dans des jardins le matin, la plupart du temps, parce que le matin est le moment où la Terre se connecte au ciel et où on peut faire justement ces exercices de respiration, Tai Chi Chuan, Qigong. S'adapter plus que transformer. Devenir aussi souple que l'eau, qui trouve toujours son chemin en s'adaptant au terrain. Donc le Tao Te Ching, qui est un peu comme la Bible, le recueil en fait du taoïsme. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée est d'obtenir le maximum d'impact avec le minimum d'effort. La deuxième phrase, sans effort, pas de valeur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Il y a une phrase habituelle que j'arrive jamais à garder en tête, avec la gloire et quelque chose. Voilà, il y a un truc comme ça, exactement. Donc moi, je n'arrive jamais à la retenir. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture occidentale, dans le sens où c'est dans la Bible. Dans la Bible, vous savez qu'il y a 3 mots qui sont les plus utilisés en fait, dans la Bible. Alors, je n'ai peut-être pas les 3 en tête, mais c'est effort, travail et sacrifice. Donc il n'y a aucune surprise que ce soit très ancré en fait, dans la culture occidentale de se dire que presque je ne mérite pas d'avoir le résultat que j'ai si je n'ai pas fourni d'effort. En Chine, ce n'est pas du tout ça. En Chine, c'est de se dire, je dois maintenir mon capital énergie. Je ne suis pas contre travailler, je peux être très travailleur. Par contre, ce qui est important pour moi, ce n'est pas de rentrer à l'encontre de ce qui se fait, mais c'est d'aller aux endroits où les choses peuvent se faire toutes seules. D'accord ? Donc cette notion de aider ce qui vient tout seul. C'est pour ça que l'observation est d'autant plus importante
que d'imposer une pensée qui est peut-être totalement en fait à l'encontre de ce qui se passe. Donc la première problématique était au niveau de l'énergie vitale, là c'est au niveau des opportunités. Là encore, on a une manière de voir les choses un petit peu différente. Chuang-Tzu nous dit « Celui qui a les yeux fixés sur un but marchera estropié dans la vie, car alors il ne voit pas la voie étalée, là sous ses pieds, évidente. » Le message, c'est que dans la définition du génie, pour vous, un génie, c'est quoi? Un génie. C'est ça, en fait, c'est presque un surdoué qui a en fait une certaine créativité et qui a en fait des choses intrinsèques, entre guillemets, qui viennent de lui. Un génie, en Chine, c'est pas ça. C'est ce qui est à gauche. D'accord? C'est une personne qui a l'occasion de pouvoir saisir quelque chose qui n'était pas prévu à l'avance. D'accord? C'est vraiment cette capacité. Le génie, en Chine, c'est vraiment cette capacité à saisir les opportunités. Donc vous voyez déjà, la manière dont on voit les choses n'est pas la même. Et l'opportunisme, déjà, l'opportunisme est plutôt mal vu, pour le coup. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'opportunisme, c'est faire une action qui, dans le cadre qui nous est imposé, n'est pas bonne. Typiquement, le contrat. D'accord? J'ai mon contrat, je dois faire mon scope, et c'était ce qu'on avait défini dans notre contrat. Faire autre chose, même si ça m'apporte plus de valeur, c'est pas bien. Ça va? Je dis ça? Donc cette notion d'opportunisme est problématique dans les échanges, en tout cas si j'extrapole un peu, dans les échanges commerciaux, par exemple avec des Chinois, semblerait qu'il est usuel pour eux de considérer en fait qu'un contrat n'est vrai qu'à un instant T. Alors que c'est quelque chose en Occident qui apparaît très dur, parce que pour nous c'est la Bible pour le coup, mais c'est ce sur quoi en fait on va prendre nos références. Donc l'opportunisme est vraiment vu comme étant plutôt une vertu et une capacité à développer que ce que l'Occident peut promouvoir. Donc si on combine ces deux premiers points, c'est-à-dire que si je me fixe à un port, c'est-à-dire que si j'ai une idée qui est très figée et je la maintiens, en plus de ça, je vise un but et je me focalise dessus, une image qui nous est donnée en fait par Esna Caillot, c'est que ça ressemble à un train sur un rail. D'accord ? Donc en s'attachant à un port et en visant un but, on est comme un train qui ne peut sortir de ses rails. Le problème, c'est que la réalité, elle bouge. D'accord ? Donc imaginez que vous avez un truc qui bouge comme ça, mais vous êtes coincé sur un rail. Ça se trouve, ça va dans le ravin, on y va tous. D'accord ? Donc c'est vraiment la combinaison des deux dont l'image est assez intéressante. 3. Vivre dans l'instant présent. Vous n'avez pas de café encore, mais ce sera pour après. Une phrase de Lao Tzu qui nous dit « Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. » Donc derrière cette phrase-là, vous verrez qu'il y a une critique. Et quand je dis critique, c'est au sens positif du terme. C'est qu'il y a une remise en question, en tout cas, de par la pensée chinoise, en fait, sur deux choses, que sont cette capacité à porter notre attention sur le futur, et donc à créer de l'anxiété, et à nous appesantir sur le passé. Donc voilà les deux choses sur lesquelles les Chinois ont une vision un peu différente. Et ils nous donnent deux éléments qu'on va décrire un peu plus loin. Portez attention aux transformations silencieuses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le futur est dans le présent à l'état de germe. Celui qui est attentif aux germes plus qu'aux termes ne connaîtra pas d'échec. Derrière ce message, si on reprend la notion de ligne avec une flèche, de temps, c'est de considérer que les événements ne sont pas des ruptures d'un état précédent. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre, l'auteur nous parle du 11 septembre, par exemple. D'accord ? On peut considérer que c'est un événement qui a fait une rupture et qui a changé l'ère, comme on la connaissait avant. Les Chinois vont plutôt vous dire, en fait, plutôt que de voir que les gros événements, en fait, ce gros événement n'est que la conséquence d'un ensemble de signaux faibles qu'on aurait pu
observer. Donc cette notion de prévenir plutôt que guérir. D'accord ? Donc c'est vraiment l'observation des signaux faibles qui deviennent intéressants. D'où le fait que l'observation de ces signaux faibles font qu'on peut plus facilement être acteur des événements plutôt que d'avoir l'impression c'est arrivé, comme ça, et maintenant on passe à autre chose. D'accord ? Donc c'est cette notion de le futur est en germe déjà dans le présent. Donc avec l'observation, on devrait pouvoir sentir ces signaux faibles. Se détacher du passé, une petite phrase. Le passé est mort, tandis que le présent est vivant. Si l'on essaie de diriger ce qui vit par ce qui est mort, ça ne marche pas. Guo Xiang, je ne sais pas qui c'est, mais il a l'air d'avoir un nom en chinois. Quelques éléments donc sur le passé. Plusieurs messages sur le passé. Le souvenir. Le souvenir, une traduction en chinois du souvenir, c'est l'énergie de l'habitude. Et l'énergie de l'habitude, c'est quelque chose qui va déformer notre réalité. Pourquoi ? Parce que on est tiré dans le passé. Il y a souvent des descriptions de personnes qui ont parfois vécu de durs événements comme des guerres. Et en fait, quand vous échangez avec ces personnes-là, vous avez l'impression qu'elles vivent encore dans le passé. D'accord ? C'est cette énergie de l'habitude. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est-à-dire que ne pas se détacher du passé déforme tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on marche en détournant la tête. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la différence de l'Occident, où on va faire de grands événements, des tribunaux, pour condamner ce qui s'est fait dans le passé, les Chinois en fait, ont cette capacité à tourner la page assez rapidement. Et cette capacité à tourner la page assez rapidement leur donne ces deux compétences qui suivent. Donc une capacité à rebondir assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas ancrés dans le passé. Donc bien cette capacité à rebondir. Et enfin à pardonner plus facilement. Le pardon qui est d'abord chez soi, bien évidemment. Donc cette notion de l'instant présent est bien évidemment en fait une critique, au sens positif encore une fois, de cette focalisation qu'on peut avoir non seulement sur le passé, ou tout du moins à expliquer le passé, et à essayer de prévoir le futur, plutôt que de simplement observer ce qui est, saisir les opportunités et voir en fait quels sont les signaux faibles qui nous permettront en fait d'avoir les bonnes, de nous adapter en fait de manière pertinente. 4. Ignorer la ligne droite. On en est à la moitié. Deux grands messages, privilégier la courbe et éviter l'affrontement direct. Je suis sûr que vous allez l'aimer celle-là, la prochaine. Privilégier la courbe. L'arbre tordu vit sa vie, l'arbre droit finit en planche. Donc c'est un proverbe chinois qui vraiment nous explique cette notion de la courbe. Donc le côté circulaire est très important. Plusieurs messages. Donc les Chinois, de manière générale, ont développé l'art de la courbe et de l'esquive plutôt que de l'attaque. Quelque chose qui est totalement l'inverse en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, on a cette manière de mettre sur un piédestal l'art militaire, par exemple. C'est vraiment l'inverse au niveau en fait, de la culture chinoise. Aller droit au but, c'est aller droit au mur. Ce qu'il faut savoir, c'est que culturellement, les seules choses qui vont droit dans la culture chinoise, ce sont les mauvais esprits. Et donc c'est pour ça que vous verrez aux entrées des jardins ou des choses comme ça, donc des murs droits, c'est pour bloquer en fait les mauvais esprits. Mais à l'intérieur, si vous comparez les jardins, par exemple, vous verrez que par rapport à un Versailles, par exemple, où vous voyez des trucs très très droits, très rectilignes, en fait les jardins asiatiques sont très sinueux. Et donc en fait, la partie sinueuse, et donc floue, nous aide simplement à nous perdre et parfois voir des choses qu'on ne verrait pas si c'était juste rectiligne. D'accord ? Culturellement, c'est ce qu'on cherche à apporter. Vous verrez que le flou est quelque chose en fait que les Chinois aiment beaucoup, à la différence du clair que l'on essaie d'expliquer en Occident. Donc c'est pour ça que je parlais de l'aménagement de l'espace. Donc développer l'art de la courbe plutôt que d'aller trop droit. Éviter l'affrontement direct. L'homme de peu opère par la force, l'homme de bien opère sans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, le peuple chinois en tout cas, est un peuple pacifiste. Il a été le premier à inventer la poudre. D'accord ?
Mais eux, c'était pour les feux d'artifice. Il était le premier à inventer la boussole. Mais c'était juste pour le feng shui. D'accord ? Donc, c'est un peuple, en fait, qui a été très en avance technologiquement parlant, mais qui n'a jamais, en fait, utilisé, finalement, ses connaissances pour, en fait, des engagements militaires. Une dévalorisation de l'art militaire, dans le sens où il est intéressant de voir l'importance qu'on donne à l'art militaire dans notre culture occidentale. Donc, il s'avère que je suis un peu entre les deux, donc des fois j'ai du mal à me positionner. Ne serait-ce que dans le langage. Tout à l'heure, Frédéric utilisait quelques termes d'ailleurs. Une deadline. D'accord ? En fait, il y a une notion militaire très forte. La maladie, par rapport à la maladie, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs par rapport à la maladie ? Des expressions qui viennent, le cancer, les choses comme ça. Pardon ? On combat la maladie, et on va la vaincre d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est important, c'est de convaincre l'autre. D'accord ? Alors qu'en fait, ne serait-ce que pour les médecins, peut-être que vous connaissez ça culturellement parlant, un Chinois qui va voir un médecin, c'est pas pour la même intention que nous, occidentaux, on va voir un médecin. Vous savez ça ou pas ? Il y a quelqu'un qui... Ouais, mais peut-être. C'est le côté où on va voir le médecin régulièrement, ce qui fait que quand on est malade, le médecin on ne paye pas le médecin pour nous soigner. Exactement. Parce qu'il est là pour nous maintenir en bonne santé, pour nous soigner. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la tête d'un Chinois, si je caricature un peu, c'est mon intention, c'est de conserver ma santé. Donc en fait, quand je vais voir un médecin, c'est en étant bien et pour m'assurer que je continue à être bien. Alors qu'en Occident, la plupart du temps, je me débrouille pour ne pas y aller déjà. Et puis j'y vais au dernier moment parce que j'ai pas le choix et que c'est déjà un peu trop tard. Donc c'est juste une autre manière de percevoir aussi la chose. Et ils sont tellement bons, donc les Chinois sont tellement bons dans l'art de l'esquive, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un art très combatif qui était très courant, en tout cas en Occident, c'est les combats de théorie et les combats de pensée. Des philosophes qui se battent vérité contre vérité. D'accord ? Et on aime bien les débats en France. Donc c'est une notion de combat de vérité en vérité. Et ils se sont dit, nous on ne veut pas se battre sur ce terrain-là. Et donc on va utiliser quelque chose. Ils ont été intelligents sur ce coup-là. Ils se sont dit, il y a un mot magique, en fait, qu'on pourrait utiliser. Et ce mot magique, c'est « il était une fois ». Et ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'être contre une vérité que d'être contre une histoire. Et donc en fait, la plupart du temps, lorsqu'ils veulent faire passer des messages, ils vont vous raconter une histoire paradoxale, tout simplement pour ouvrir un peu l'esprit, plutôt que de vous asséner de vérité. Je vais vous en donner deux, qui me font beaucoup rire. Je ne sais pas si je les ai compris, mais on pourra en discuter. Donc en fait, ils posent des questions. D'accord ? La sagesse en fait chinoise, à la différence de la philosophie comme on peut l'avoir en Occident. La philosophie, c'est voilà des vérités, voilà un chemin que je prends et voilà une vérité que je vous partage. La sagesse chinoise est plutôt de l'ordre du flair et de l'intuition. Et les sages chinois vont plutôt en fait vous donner une pique pour vous réveiller, vous éveiller. Donc généralement, ils vont poser des questions. Deux questions qui tombent dans ces trucs-là, et on en discutera peut-être après, c'est que fait le bruit du claquement d'une seule main ? Ça, c'est la première. Oui, j'ai bugué longtemps dessus aussi. Ouais. Et la deuxième, c'est quel visage aviez-vous avant que vos parents soient nés ? Voilà. Et on en discute un peu après. Allez, 5. Se mouvoir avec aisance dans l'incertitude. Voilà les 4 grands messages. Accepter l'impermanence des choses, alterner une position d'équilibre, s'inspirer sans imiter. Merci. Ça vous rappellera peut-être la conférence de Denis Migaud, pour le coup, pour ceux qui y étaient. Et apprendre de l'échec. Accepter l'impermanence des choses. Alors, Héraclite nous disait « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Bouddha a juste rajouté un élément supplémentaire, c'est
Le baigneur n'est pas non plus le même. D'ailleurs. Donc c'est vraiment cette notion de l'environnement n'est jamais le même et change continuellement, mais nous également dans cet environnement on change tout le temps. Donc il y a bien une notion d'impermanence. Rien ne dure, rien ne persiste, tout se transforme. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, d'une autre manière. L'être humain est en continuel changement. Donc, si tout change tout le temps, à quoi ça nous sert de nous attacher aux choses? D'accord? C'est une simple relation de cause à effet. Mais qui dit ne pas s'attacher, d'accord? C'est pas être totalement indifférent aux choses. C'est juste de ne pas se laisser tâcher. D'accord? C'est bien cette différence. Donc, accueillir ce qui est, mais laisser partir ensuite. D'accord? C'est exactement pareil pour les émotions. D'accord? Les émotions sont des symptômes qui vaut la peine en fait de considérer, mais de s'y attacher, en tout cas dans la culture chinoise, n'est pas forcément une bonne chose. On en parlera un petit peu plus tard. Donc il y a cette notion de accueillir sans retenir. Alterner sa position d'équilibre. Bouddha nous dit « La liberté et le bonheur sont à la mesure de la souplesse et de l'aisance avec lesquelles nous accueillons le changement. » Une petite opposition, si je puis dire, entre la manière dont on perçoit le monde. En Occident, on parle du monde réel, alors qu'en Chine, on va parler du monde flottant. Pourquoi? Parce que le monde flottant, côté chinois, en fait, c'est comme s'il oscillait sur les vagues des changements. Plutôt que d'être stable et immuable, le monde oscille par rapport en fait, à ce qui va bouger autour. La notion d'équilibre est intéressante. Plutôt que de voir l'équilibre comme étant un juste milieu entre deux contraires, ça vous parle quand je vous dis ça? D'accord? Un juste milieu entre deux contraires. L'équilibre au sens chinois, c'est plutôt comment est-ce que je m'ouvre de manière égale à ces deux contraires. Vous voyez que l'intention n'est pas du tout la même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle lorsque je vous dis une égale ouverture aux deux contraires? Je vous donne une piste, un symbole par exemple. Le yin et le yang. D'accord? Et d'ailleurs, le yin et le yang, je n'ai juste pas trouvé d'image au début, mais en fait, dans le taoïsme, il est souvent représenté par deux carpes koi qui sont juste dans le sens, avec la tête et... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, par rapport à ce yin et ce yang, tout changement n'est en fait qu'une alternance entre le yin. Une fois, c'est le yin, une fois, c'est le yang. Mais tout changement, en fait, est une alternance qui est lente et progressive. D'accord? Il n'y a pas de notion de brutalité. Cette notion de les changements sont beaucoup plus subtils, profonds, qu'on ne voit pas que le changement arrive. D'accord? En tout cas, l'intention est souvent dans ce sens-là. S'inspirer sans imiter. Ce que les sages ont fait appartient au passé et ne peut donc convenir à la situation actuelle. C'est sans valeur et il ne faut pas imiter. Encore lui. Deux messages derrière, s'accrocher, c'est s'immobiliser. Il y avait une phrase qui disait « Si un jour vous rencontrez Bouddha, tuez-le ». Derrière cette phrase, c'est bien cette notion de idolâtrer, d'accord, de voir des personnes qui vous disent des choses, des sages, etc. Idolâtrer leurs pensées, c'est vous immobiliser en tant que personne. Difficile en fait de commencer à faire vos propres choix et grandir vous-même si tout ce que vous faites ne sont que des pensées d'autres personnes, qui ne sont des pensées adaptées que par rapport à leur contexte et par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc s'accrocher, c'est vraiment s'immobiliser. La deuxième partie, c'est Confucius qui parlait de ça. Il disait en fait que lui, lorsque sa doctrine, en tout cas lorsqu'il la partage à d'autres personnes, c'est comme un radeau pour aider un voyageur à aller jusqu'à l'autre rive, qu'est l'éveil. Le problème, c'est que quand l'autre arrive sur la rive, il ne va pas transporter son radeau avec lui. D'accord? Donc on lâche le radeau et on va sur la rive de l'éveil, seul. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui oublient la rive et qui gardent que le radeau. D'accord? Donc c'est bien cette notion, apprendre à accueillir et laisser passer.
Apprendre de l'échec. Bon, cela vous la connaissez, je suppose. Confucius ou d'autres. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Je ne sais pas qui l'a dit, mais quelqu'un l'a dit. En tout cas, c'est qui n'apprend pas à échouer, échoue à apprendre. Voilà, c'était cool à dire. Donc ce bouquin est top pour les citations, hein, par contre, c'est vraiment top. 3 messages. Les habitudes, d'accord ? Je vous parlais tout à l'heure de l'énergie de l'habitude. Les habitudes sont considérées comme des certitudes et donc des servitudes. Dès qu'on croit savoir, on s'enferme et donc on crée une énergie en fait, qui ne nous permet pas de pouvoir toujours évoluer, nous adapter à ce qui se passe. Lorsque nous, on voit quelque chose qui ne se passe pas bien sur ce qu'on avait prévu, on voit ça comme un obstacle. C'est un problème. Il va falloir que je combatte ce problème. En Chine, un obstacle, c'est plutôt une opportunité pour faire autrement. Et pourquoi pas ? Dans tous les cas, je suis l'as de la courbe, donc je vais pouvoir trouver, non pas, je vais le dire autrement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est pour ça. Lorsque j'ai un conflit avec quelqu'un, ou que j'ai une pensée à faire passer, donc un obstacle, en Occident, on va pouvoir avoir tendance à se dire « ça passe ou ça casse ». Ça va, ça ? Ouais. En Chine, on va plutôt dire bah, « moi, je vais où ça passe ». D'accord ? Mais plus précisément, même, j'observe où ça passe. D'accord ? Donc, il y a bien cette notion, de toute façon, un obstacle, ce n'est qu'un obstacle, mais de toute façon, je trouverai un endroit pour pouvoir continuer mon chemin, dans le cap que j'ai. Et la faute est considérée comme une dérégulation de ce monde qui est flottant et qui est dans une dynamique. Quelque chose qui est assez difficile pour l'Occident, ou en tout cas en France, parce qu'il y a une notion qui est issue, alors je ne sais pas si c'est la Bible ou en tout cas ces concepts-là, c'est le péché originel. Et le péché originel, en fait, attaque directement la condition humaine. Et vous avez des grands penseurs, comme Descartes et Kant, qui disaient qu'en fait, si les choses ne se passent pas bien, c'est parce qu'on n'a pas voulu assez la bonne chose, ou parce qu'on n'a pas été assez intelligent pour faire la bonne chose. Donc on s'attaque directement vraiment à la condition humaine, et donc à chaque fois qu'on rate quelque chose, on a cette impression d'être un raté, ou une ratée. D'où le fait que la faute est quelque chose qui est beaucoup plus dur à accepter. Alors que de l'autre côté, en Chine, la faute n'est pas un problème, vu que c'est juste une dérégulation d'un système. Donc, au bout d'un moment, il va bien y avoir une alternance de l'équilibre, donc ça va s'arranger. Donc, il y a un certain optimisme derrière tout ça. C'est pas pour ça qu'il sourit tout le temps, mais il y a un certain optimisme. Vivre en réseau. Privilégier le collectif, cultiver la modestie, garantir l'harmonie sociale. Privilégier le collectif. La croyance en une personne libre, autonome et séparée est une illusion à détruire. C'est Bouddha qui nous dit ça. Trois petites notions. Donc, cultiver l'art de vivre ensemble. Je pense que vous connaissez la culture asiatique dans le sens où le collectif est très important. Le collectif est tellement important que dans la manière de réfléchir, une personne ne va pas vous dire « je pense donc je suis », vu que ce n'est pas la pensée qui est importante, c'est « tu donc je suis ». Ouais, il faut juste un peu de temps. Je n'existe que parce que tu existes. Je n'existe que de par la relation. D'accord ? Donc ce qui est important, ce n'est pas l'individu en lui-même, ce sont les interactions. Donc l'interdépendance des choses. Il y a non seulement la notion d'interdépendance, mais la notion de hiérarchie qui est très forte. Et c'est très culturel pour le coup. Ce qui fait que l'ordre est beaucoup plus important que la justice. Une personne, on ne va pas l'attaquer pour ce qu'elle a fait en tant que telle, elle comme étant une mauvaise personne, mais par rapport en fait, à l'impact que cette personne a eu sur l'ordre général. Donc, je passe juste un peu rapidement. Cultiver la modestie. Le plus grand des talents est de ne pas exhiber ses talents, Confucius. Confucius nous dit que justement, il ne faut pas se mettre en avant. Donc quand vous arrivez à un entretien, par exemple, il vaut mieux vous faire présenter par quelqu'un. Ouh, c'est chaud. Ok. Il vous dit,
Il faut que je retrouve la citation. Ne dites pas, en fait, trop de bien de vous-même, parce qu'on ne vous croirait pas. Ne dites pas non plus trop de mal de vous-même, parce qu'on vous croirait de trop. D'accord ? Donc l'idée, c'est que personne ne se met en avant. Si je me mets en avant, je crée en fait potentiellement un désordre dans le collectif. Le succès n'est pas quelque chose que je recherche, sinon c'est bien un but que je me fixe, mais c'est quelque chose qui est censé être recueilli, parce que dans le continuel flot en fait, d'action que je mets en œuvre, il y a un moment, le succès arrive. Et enfin, un éloge de la fadeur. C'est un peu étrange, mais cette notion de parce que je suis fade, parce que je ne sors pas du lot, je peux créer l'harmonie sociale. Et donc c'est plus facile, ensemble on est plus fort. Et donc on réussit à avancer ensemble. Donc garantir l'harmonie sociale. Celui qui est franc sans mesure est insolent. Derrière ça, il y a la notion de garder la face. Si je commence à trop discuter avec quelqu'un, je risque de le mettre en défaut. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas avoir. Un leader, au sens culturel chinois, en fait, est d'une efficacité toujours discrète. C'est quelqu'un qui ne va pas imposer une idée que lui, il a. C'est comment est-ce qu'il va faire d'une manière subtile pour obtenir l'adhésion des autres. Donc, on privilégie naturellement la coopération, parce que la compétition, c'est de l'individualisme, d'accord ? Donc, ça crée un désordre. Et le réseau est plus que tout. C'est-à-dire qu'en entretien, on ne va pas vous demander qui vous êtes et quelles compétences vous avez, mais c'est quel réseau vous avez. D'accord ? Donc, il y a bien cette notion, le collectif est bien plus fort que l'individu. Et pour le coup, les Chinois mériteraient d'apprendre aussi à avoir un peu d'individualisme, parce que l'esprit critique est quelque chose qui n'est pas très développé, pour le coup, chez eux. C'est la conformité qui est plus développée. Restez calme et serein. Je risque d'aller légèrement plus vite. Restez zen en toutes circonstances, apprendre à vider son esprit et revenir à son corps et à ses sensations. Voilà les 3 grands messages. Restez zen en toutes circonstances. Si tu es serein, tu peux surfer sur la vague. Si tu as peur, elle t'engloutira. Les émotions, ce que je vous disais, c'est que ce sont des vampires du chi. Parce que je vis une émotion, je commence à voir la réalité que sous l'angle de mes désirs. Et donc, j'arrive plus à voir ce qui est. Donc, la maîtrise de soi est fondamentale. Je ne vais pas commencer à me plaindre ou être en colère ou en joie. Parce que Confucius va nous dire que si tu as un problème et que tu ne trouves pas de solution à ce problème, c'est que tu es le problème. D'accord ? Mais cette notion, vois la réalité, vois ce qui est en tout cas. Et donc parce que je suis calme chez moi, je fais vraiment preuve de ce que l'on appelle l'empathie. L'empathie, au sens étymologique du terme, c'est comment est-ce que je suis uni avec l'autre, dans ma relation avec l'autre, dans la joie et dans la peine. Donc c'est l'inquiétude qui me permet d'être véritablement empathique. Apprendre à vider son esprit, tout simplement par la méditation. Parce que la méditation est l'art de faire le vide dans sa tête. Ça a 3 grands intérêts. Ça nous permet de retrouver de l'énergie, parce qu'à force de penser, c'est fatigant. Donc ça permet en fait vraiment de reprendre de l'énergie. De voir la réalité sans le prisme des désirs et des craintes, parce qu'on a le calme intérieur, ça nous permet de voir tout simplement ce qui est. Et enfin, de mieux exploiter son potentiel. Revenir au corps et à ses sensations. Soyez à vous-même votre propre refuge, votre propre lampe. N'ayez pas de refuge en dehors de vous. Un des messages principaux, c'est que notre corps, alors qu'on est toujours dans notre tête, notre corps est notre meilleur professeur. Si vous commencez à être malade, c'est que vous n'avez pas fait attention aux signaux faibles, dit autrement. Être là pleinement attentif à ce qui est. La méditation vous aide à vous concentrer pour voir ce qui est. Voir ce qui est pour être plus attentif à ce qui est autour de vous, et non pas être dans l'attente de quelque chose qui arriverait pour vous. Donc il y a bien une nuance entre être dans l'attente et être attentif à ce qui est, pour saisir les opportunités. Remonter à la source, j'irai pour le coup très vite. 2 messages, ne pas couper avec ses traditions, éveiller sa spiritualité. Ne pas couper avec ses traditions. L'idée principale, c'est que pour pouvoir s'envoler, c'est important d'avoir des racines qui sont bien ancrées. Les racines sont là pour prendre confiance en soi, les ailes pour pouvoir découvrir d'autres mondes. C'est juste qu'en Occident, il y a eu un moment où on s'est dit, pour pouvoir recommencer, il faut faire table rase du passé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup une problématique de sens. Actuellement, on ne sait plus d'où on vient, on ne sait plus par où aller. Et en tout cas, les Chinois vous disent plutôt, c'est important d'avoir des racines fortes.
pour pouvoir s'envoler. Éveiller sa spiritualité, c'est se dire qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'on voit, et s'ouvrir à autre chose et à l'intuition. L'homme n'est pas seulement fils de la terre, il est aussi fils du ciel. Et le fait d'éveiller sa spiritualité nous permet d'atteindre 3 grandes choses. La réalisation de notre vocation profonde, ça nous permet de pouvoir aller dans une direction dans laquelle on est appelé, alors que, ça se trouve, la société nous dit que c'est pas bien. D'accord ? C'est la spiritualité qui nous ouvre un peu le regard sur le monde. Elle nous invite à vivre avec légèreté et simplicité, c'est-à-dire que la plupart du temps, il y aura plus de choses à enlever que des choses à ajouter dans votre vie, dans votre quotidien. Et enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que le bonheur, en fait, réside non pas tellement dans nos succès, mais plutôt dans notre relation aux autres et la manière, en fait, dont on fait les choses. C'est un peu brutal comme ça, c'était pas prévu. C'est un peu une conclusion de tout ce que je vous ai raconté. Et peut-être que derrière ces modèles de pensée, vous pourrez voir en fait que l'opposition que l'on a entre souvent des méthodes, si je puis dire, on parle de cycle en V, on parle d'agilité, souvent on compare ces deux-là. Moi, je vous propose de faire cette même comparaison, mais sous l'angle des modèles mentaux. Et vous verrez potentiellement qu'on essaie de tirer de ce côté-là, mais qu'on est très ancré ici, et donc forcément, on a du mal à se comprendre. Alors que d'un côté, on est dans la vérité, de l'autre côté, on est dans la voie. Un côté, c'est le résultat, l'autre côté, c'est le chemin. Un côté, on est dans la pensée rationnelle et linéaire, de l'autre côté, de la pensée complexe, donc circulaire et en réseau. Alors qu'on fournit un effort en Occident à expliquer le passé et à prédire le futur, nous, ce qu'on cherche en agilité, c'est élucider les cohérences du présent. Alors qu'on aime bien les actions spectaculaires, d'ailleurs, on aime bien le terme disruptif, pour le coup. De l'autre côté, on cherche les transformations silencieuses. Comment est-ce qu'on fait pas à pas certaines choses ? Plutôt que d'être dans l'opposition des contraires, de parler en « ou », de séparer, opposer. Pourquoi est-ce qu'on ne n'unirait pas un truc comme ça les contraintes, de se dire on parle en « et » plutôt. Donc, plutôt que d'être dans la compétition individuelle, aller plus vers de la coopération. Et enfin, plutôt que d'être dans la force et la sécurité, aller dans la souplesse et l'opportunisme, au sens chinois du terme. Une petite phrase pour terminer, pour vous. Les choses ne changent pas. Par contre, si vous changez la manière dont vous les voyez, donc si vous changez votre modèle de pensée derrière, eh bien ça suffit. Je vous remercie, désolé pour le retard.